L'amicale pour la convivialité entre les agents du port autonome de Cotonou renforce les capacités de ses affiliés et les a conviés à un séminaire pour contribuer au rayonnement de leur structure. Fin de la deuxième mission de médiation en Guinée-Conakry, l'ancien président du Bénin, Thomas Boni-Yayi, et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a fait le point de la mission effectuée par son médiateur pour la Guinée. Des précisions dans ce journal. À moins de 3 mois de la COP27 en Égypte, les pays africains ont appelé lundi à mettre fin à l'injustice climatique. Le continent est responsable de moins de 4% des émissions mondiales de CO2, mais paye le plus lourd tribut au réchauffement climatique. Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette édition. Bienvenue à vous. L'ancien président du Bénin, Thomas Boni-Yayi, a bouclé ce samedi 27 août 2022 sa deuxième mission de médiation en Guinée-Conakry. L'objectif de cette deuxième mission était de rencontrer les autorités de la transition et tous les acteurs sociaux, politiques du pays en vue de faciliter l'opérationnalisation d'un cadre de dialogue inclusif qui devrait permettre le retour à l'ordre constitutionnel selon la CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a fait le point de la mission effectuée par son médiateur pour la Guinée. Des précisions dans cet élément. Deuxième mission de travail en Guinée pour Thomas Boni-Yayi, ancien président du Bénin. Il était accompagné de Louis Blaise Akabro, représentant résident de la CEDEAO en Guinée, Alassane Tigri, ancien ministre béninois, ancien haut cadre de l'Organisation internationale de la francophonie. Rachel Yayi, son assistante et conseillère spéciale, et Serine Mamadou Ka, chargée de programme démocratie et bonne gouvernance de la commission de la CEDEAO, était aussi de la partie. Dans le cadre de sa mission, Boni-Yayi a été reçu en audience par le Premier ministre Bernard Goumou, accompagné de certains membres du gouvernement. À l'invitation du président de la transition, il a pris part à la cérémonie de remise de rapport sur les assises nationales le 24 août 2022 au palais Mohamed V. Le médiateur et sa délégation ont eu des séances de travail avec le ministre des Affaires étrangères et celui en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, avec lesquels il a discuté de la situation sociopolitique du pays. Occasion pour lui de prendre connaissance des actions menées par le gouvernement guinéen dans le cadre de la recherche de dialogue avec l'ensemble de la classe politique. Au cours de son séjour, Boni-Yayi s'est également entretenu avec les ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO, du groupe des ambassadeurs G5, France, Union européenne, USA, CEDEAO, UN, les ambassadeurs du Japon, de la Turquie, de l'Afrique du Sud, du Maroc, de l'Algérie et de l'Égypte. Pareil avec les chefs religieux, les sages des 4 coordinations régionales, l'ensemble de coalitions des partis politiques et les organisations de la société civile. Au cours de ces consultations, le médiateur a réitéré la solidarité constante de la CEDEAO avec la Guinée et son ferme engagement à l'accompagner pour la résolution rapide de cette crise par un accord consensuel entre toutes les parties prenantes afin d'assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel conformément aux dispositions de la CEDEAO. Il a salué la mise en place par les autorités de la transition du cadre de concertation inclusif et invite les parties prenantes à trouver des compromis pour rendre le dialogue inclusif et consensuel. Le médiateur de la CEDEAO a exhorté les partis politiques n'ayant pas encore pris part au cadre de concertation initié par les autorités, lequel cadre pourrait être actualisé de manière consensuelle, de le faire afin d'assurer une transition apaisée.
Boniayi a réaffirmé la volonté de la CEDEAO et de la communauté internationale de réaliser les aspirations de son peuple à la paix, à la stabilité, à la bonne gouvernance et au développement durable. Il consignera les conclusions de sa mission dans un rapport qu'il déposera aux responsables de la CEDEAO. L'amicale pour la convivialité entre les agents du port autonome de Cotonou renforce la capacité morale et éthique de ses affiliés. C'est au détour d'un séminaire sur la contribution à l'amélioration de la performance du port autonome de Cotonou. Quel challenge pour les structures et les acteurs? Reportage. Contribution à l'amélioration des performances au port autonome de Cotonou, c'est le thème de cet atelier qui est dénommé Convi 2022. Il est à l'initiative de l'amicale pour la convivialité entre les agents du port autonome de Cotonou, Convipac. Objectif, renforcer la capacité morale et éthique des membres de l'amicale. Le résultat attendu, c'est qu'aujourd'hui, chaque participant à cet atelier puisse repartir tout en ayant la satisfaction d'avoir appris quelque chose de nouveau par rapport à ses connaissances antérieures et également se constituer en ambassadeur pour sensibiliser les autres collègues à comprendre la nécessité de travailler pour le développement de l'entreprise. Les participants ont été entretenus sur les notions de compétence, performance et loyauté par le directeur de la structure, une activité diversement appréciée. Nous, les associations des travailleurs du port autonome de Cotonou aujourd'hui, nous avons conscience d'une chose, c'est que nous vivons une expérience exceptionnelle et de cette expérience, nous devons tirer le maximum de profit, ce que nous acquérons dans l'expérience actuelle. Chaque fois qu'on envisage d'avoir un port performant qui réponde aux normes internationales de qualité, de sécurité de l'environnement, il y a des attitudes à avoir. Donc de ce point de vue, en organisant cet atelier, ça permet à l'ensemble du personnel, ou tout au moins à l'ensemble des représentants de chaque direction, d'avoir des attitudes pour que nous puissions avoir les résultats qu'on souhaite. Plusieurs communications ont meublé la séance afin d'inciter l'ensemble des travailleurs à plus de professionnalisme pour faire rayonner davantage le port autonome de Cotonou. Dine Bouraima a été reconduit au poste de président du bureau du consortium touriste par millions. C'était lors d'une assemblée générale élective tenue ce vendredi à Cotonou. Les membres ont massivement répondu présents à cet événement phare. Le point de la cérémonie en images. C'est par acclamation que Dine Bouraima a reçu une fois encore la confiance des membres du consortium touriste par millions CTM. Premier acte posé après sa réélection. Il resserre à 9 membres contre 13 à la mandature précédente le nouveau comité exécutif. Mais je voudrais vous assurer que nous ne travaillons pas pour un groupuscule, nous ne travaillons pas pour un sous-secteur donné, nous travaillons pour l'ensemble du secteur. Et l'ensemble du secteur du tourisme. Et tout acteur du tourisme doit se sentir responsable, doit se sentir comme étant membre de ce qui est en train d'être fait. Donc c'est pourquoi je voudrais demander l'accompagnement de tous. C'est vrai, nous sommes des hommes, on peut avoir au cours de l'activité fait des choses qui sont mauvaises. Je vous prie donc vraiment de nous excuser pour ça. Moi, si vous ne le savez pas, j'ai une licence en philosophie. Donc j'aime la critique et l'autocritique. Donc accompagnez-nous par la critique constructive. Il a été reconduit par ses pairs en présence du représentant du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et des associations partenaires aux fonctions du président du 7e Bénin. Ceux-ci réaffirment leur soutien indéfectible et sans faille au nouveau comité exécutif. Je crois que les ambitions du gouvernement, c'est d'avoir à peu près 1 million de passagers par an ou 1,2 million par an au Bénin à court terme. On est actuellement entre 450 et 500 000 par an. Donc il y a un gros travail à faire et c'est pour ça que nous sommes vraiment prêts pour accompagner le CTM et pour être un acteur actif au sein du CTM. Il n'y a aucune animosité entre nos associations fêtières, quoi que ce soit. Ce qui est sûr, 6 000 touristes, comme le dit le million de touristes arrivent, je trouverai ma part dans mon hôtel.
Donc, moi, je ne peux pas dire que millions de touristes n'arrivent pas pour que mon investissement soit hypothéqué. Ce n'est pas possible. Donc, il faut savoir que nous sommes ensemble. Il n'y a pas de souci. Tout le reste, c'est du pipeau. Pour moi, le CTM Bénin, c'est un creuset où tout le monde doit être. C'est the place to be. Aujourd'hui, le gouvernement joue pleinement son rôle et maintenant, il nous met le pied à l'étrier. Donc, le secteur privé que nous tous nous représentons ici, nous devons nous mettre résolument au travail. J'ai particulièrement aimé le fait qu'un serment soit prêté et donc je veux compter que le travail va se faire. Au cours de cette séance, le nouveau bureau exécutif invite tous les acteurs du secteur à les accompagner pour relever ensemble le défi de faire du Bénin la meilleure destination touristique d'Afrique. Du sport dans cette édition, les hauts responsables des fédérations de boules et de pétanque séjournent au Bénin. C'est à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de sport boule qui s'est tenue au siège de l'institution à Cotonou. Romaric Doussa pour le compte rendu. Examen, adoption des nouveaux tests et renouvellement des membres du comité exécutif. Les membres de la Confédération africaine des sports boules étaient en conclave à Cotonou. Ils prennent part à une assemblée générale ordinaire de l'instance. L'exercice est d'une importance capitale pour la dynamisation de notre organisation. Je voudrais donc vous inviter à faire preuve de responsabilité et de sérieux pour qu'à l'issue de notre Assemblée générale sortent des textes cohérents. Cette assise a également servi de cadre pour confirmer le report du 50e championnat de pétanque Bénin 2022 à septembre 2023 à Cotonou. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement du Bénin, sous le leadership du président Patrice Talon, est totalement disposé à honorer son engagement à satisfaire à toutes les exigences du cahier des charges et à offrir toutes les commodités requises pour que la fête mondiale des sports boules à Cotonou soit belle, grandiose, magnifique et inoubliable. Une rallonge de temps que vous comprendrez et apprécierez dès que le voile sera levé et que vos yeux contempleront les dispositions organisationnelles innovantes mises en place pour cette compétition. Communiqué final de cette Assemblée générale de la Confédération africaine des sports boules. Il est lu par le rapporteur des travaux. Réunis à Cotonou le 27 août 2022, à la 8e session de l'Assemblée générale de la Confédération africaine des sports boules, KASB, les fédérations nationales de boules et de pétanque, membres de la KASB représentés par leur président, ou des délégués du moment daté, ont étudié et amendé les nouveaux textes de la KASB pour leur mise en conformité avec les nouveaux textes de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal et de la Fédération mondiale de boules de pétanque. Mais au regard de l'importance des amendements formulés par les membres sur le projet de texte de la KASB, son adoption a été reportée. À cet effet, des recommandations ont été faites au président pour la convocation d'une nouvelle Assemblée générale après avoir recueilli les amendements écrits de chaque fédération nationale de boules et de pétanque et des résolutions ont été formulées. Par ailleurs, tous les autres sujets inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés, traités avec la plus grande célérité et adoptés à l'unanimité à la satisfaction de tous les participants. Précisons que ces nouveaux tests de la Confédération africaine des sports boules serviront de base légale et juridique pour le renouvellement des instances dirigeantes. Et ce journal se poursuit avec les informations au plan international. Le président angolais sortant João Lourenço a été reconduit pour un second mandat après que son parti a remporté les élections législatives avec plus de 51% des suffrages, chiffre très loin des 111,84% des votes obtenus par ce parti historique en 2012. Le MPLA conserve tout de même la majorité au Parlement. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, remporte les élections législatives avec 51,17% des voix
Cette victoire permet à la tête de liste du parti, le président João Lourenço, d'obtenir un second mandat en étant réinvesti aux fonctions de chef de l'État. Le dirigeant a accueilli ce vote de confiance devant des soutiens rassemblés au siège du parti dans la capitale, Luanda. La victoire du MPLA signifie un gouvernement qui assume ses engagements politiques avec courage et responsabilité, un exécutif qui n'a pas peur de rompre avec les pouvoirs en place et d'apporter les changements nécessaires. Le premier parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, totalise 43,95% des voix. Au pouvoir de l'Angola depuis l'indépendance du Portugal en 1975, le MPLA enregistre son plus bas score à des élections législatives. Le parti conserve la majorité absolue au Parlement avec 124 sièges sur 220, mais il perd la majorité des 2/3 qui lui permettaient jusqu'ici de passer des lois sans le soutien d'un autre parti. Alors que l'opposition a contesté les résultats préliminaires annoncés la semaine dernière, les résultats finaux n'ont pas été signés par plusieurs membres de la commission électorale. Les partis ont 72 heures après l'annonce des résultats définitifs pour les contester. Le calme est revenu à Tripoli, en Libye, après que des affrontements entre groupes armés dans la capitale libyenne ont fait au moins 32 morts et 159 blessés. À l'origine des combats, la rivalité entre Abdelhamid Deba, Premier ministre du gouvernement basé à Tripoli, et Fatiga Bachaga, nommé Premier ministre par le Parlement de l'Est, qui cherche à prendre contrôle de la capitale pour asseoir sa domination. Le calme semblait régner lundi à Tripoli pour la deuxième journée de suite après des combats violents entre groupes armés ayant fait plus de 30 morts. Les commerces sont rouverts, les services municipaux ont entrepris le déblayage des débris pour tenter de redonner une belle allure à des dizaines de bâtiments éventrés. Mais les habitants sont sous le choc. Ce qui s'est passé, explique cet homme, ces 2 derniers jours dans la capitale libyenne Tripoli est triste. Les gens ont perdu leurs voitures et leurs biens ont été brûlés. Les citoyens ne se sentent plus en sécurité. Nous appelons le gouvernement d'union nationale à imposer un contrôle sur ces groupes armés. Il y a un mois, des combats à Tripoli avaient fait déjà 16 morts. Les 2 premiers ministres rivaux en Libye se sont rejetés dimanche la responsabilité des combats entre groupes armés. Dans le même temps, l'ONU a appelé à résoudre le conflit. La capitale libyenne Tripoli appartient à tous les Libyens de toutes les villes, villages et tribus. Nous souhaitons que la capitale soit débarrassée de tous les combats et qu'elle redevienne un lieu de commerce, d'amour, de paix. 11 ans après la mort de Mouammar Kadhafi, emportée par une intervention internationale, la Libye peine à achever sa transition vers la démocratie. Je l'annonçais en titre, la Semaine africaine du climat, l'une des réunions de préparation à la conférence de l'ONU à Sharm el-Sheikh en novembre sur le changement climatique COP27 s'est ouverte lundi à Libreville, la capitale gabonaise, en présence de milliers de représentants de gouvernements, d'organisations internationales, d'ONG et du secteur privé de plus de 60 pays africains. L'objectif est notamment de parler d'une voie unique pour l'Afrique à la COP27 et d'y formuler des propositions concrètes, à plaider à la tribune Ali Bongo Ondimba, le président du Gabon. La Semaine africaine du climat, l'une des réunions de préparation à la conférence de l'ONU à Sharm el-Sheikh en novembre sur le changement climatique, s'est ouverte lundi à Libreville, la capitale gabonaise, en présence de représentants de gouvernements, d'organisations internationales et d'ONG. L'objectif pour l'Afrique est notamment de parler d'une voie unique et d'y formuler des propositions concrètes, a plaidé Ali Bongo Ondimba, le président du Gabon. Le Gabon a atteint l'objectif de neutralité carbone fixé par l'accord de Paris. Toutefois, un appui renforcé de nos partenaires permettra à mon pays de faire encore mieux en absorbant plus de 100 millions de tonnes nettes de dioxyde de carbone chaque année. À moins de 3 mois de la COP27 en Égypte, les pays africains ont appelé à mettre fin à l'injustice climatique. Le continent est responsable de moins de 4% des émissions de CO2. Les désastres climatiques à travers la planète. Et donc aujourd'hui, après l'échec de la COP de Glasgow,
la COP26 qui n'a rien donné du tout. Tous les regards sont tournés vers le continent africain et je pense que le temps de la justice climatique est venu. Après le rendez-vous de Libreville, les scientifiques se retrouveront à Kinshasa dans une semaine pour la prochaine étape préparative avant la conférence sur le climat prévue en Égypte. Un tiers du Pakistan est sous les eaux après les pires pluies de mousson en 3 décennies. Les inondations ont fait au moins 1136 morts, emporté d'innombrables maisons et détruit des terres agricoles vitales. Plus de 33 millions de personnes, soit un Pakistan sur 7, ont été affectées par ces inondations et près d'1 million de maisons ont été détruites ou gravement endommagées. Des kilomètres de champs inondés, des villages détruits et des habitants désemparés. Au Pakistan, les inondations causées par la mousson ont fait au moins 75 morts ces dernières 24 heures. Au total, depuis le mois de juin, elles ont emporté 1136 personnes. Sur ces images, les secours viennent en aide à un petit garçon pris au piège par les eaux. Mais tous n'ont pas eu cette chance. Les autorités tentent toujours d'atteindre des villages isolés dans les zones montagneuses. Le bilan risque de s'alourdir. La Croix-Rouge estime le nombre de déplacés à plus de 3 millions et recense 33 millions de sinistrés. Nous habitons ici. Il a beaucoup plu et l'eau de pluie s'est mélangée aux eaux usées. Nos maisons se sont effondrées. Nous irons donc dans les environs à la recherche d'un abri, mais nous n'avons plus rien. Si les Pakistanais sont habitués à la période de la mousson, celle-ci est exceptionnellement violente et destructrice. D'après la ministre du Changement climatique, un tiers du pays est actuellement sous les eaux. Selon une étude allemande, le Pakistan est responsable de moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pourtant, il figure en 8e position des pays les plus menacés par les phénomènes météorologiques extrêmes. Des partisans de Moqtada Sadr, qui a annoncé son retrait de la politique ce lundi 29 août 2022, ont pénétré dans le palais de la République à Bagdad en Irak. Un couvre-feu a été décrété dans la ville par l'armée. Puis, dans tout le pays, des tirs à balles réels ont eu lieu au sein de l'ultra-sécurisée zone verte. Scandant Moqtada, le nom de leur chef, des dizaines de partisans de Moqtada Sadr ont pénétré dans le palais de la République à Bagdad. Le palais de la République est situé dans l'emblématique zone verte de la capitale irakienne et accueille habituellement le Conseil des ministres. Les manifestants ont pris place dans les fauteuils d'une salle de réunion, certains prenant des selfies, d'autres se baignant dans un bassin dans le jardin. L'armée irakienne a décrété un couvre-feu dans Bagdad par crainte des débordements. Les raisons de ce coup de force, Moqtada Sadr, incontournable leader chiite, a annoncé un peu plus tôt son retrait total de la vie politique. Le très influent religieux, habitué des coups d'éclat, a pris cette décision au moment où l'Irak est embourbé dans une profonde crise politique depuis les législatives d'octobre 2021. L'attaquant du Barça a été victime d'un vol à main armée à son domicile dans la nuit de dimanche à lundi, selon plusieurs médias espagnols. Les cambrioleurs ont menacé le footballeur mayennais et sa femme, frappé le joueur et ont dérobé des bijoux. Selon les premiers éléments de l'enquête, 4 hommes sont entrés dans la villa du joueur près de Barcelone en passant par-dessus les murs du jardin. Sur ces images, la maison de l'attaquant gabonais du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang, agressé dimanche par des hommes armés à Castelldefels, près de Barcelone. Les voleurs sont passés par le jardin armés de pistolets, ont frappé le joueur et sa femme avant de le forcer à ouvrir son coffre-fort pour dérober les bijoux qui étaient à l'intérieur. Lundi à la mi-journée, des journalistes étaient rassemblés devant la maison du joueur et des voitures de police déployées autour de la bâtisse assuraient la sécurité. Une porte-parole de la police catalane a confirmé l'ouverture d'une enquête. Les agressions des joueurs sont monnaie courante à Barcelone.
Mi-août, le footballeur polonais Robert Lewandowski s'était fait voler sa montre alors qu'il venait s'entraîner et signer des autographes. La police l'avait récupéré moins d'une heure après. En juin dernier, 6 personnes avaient été arrêtées dans le cadre d'une enquête sur le cambriolage de la maison appartenant à l'ancien attaquant brésilien Ronaldo et où résidait le joueur du PSG Marco Verratti. Le butin avait été estimé à 3 millions d'euros par la presse espagnole. Ainsi donc prend fin le 13h de ce 30 août 2022. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur tous nos canaux digitaux, YouTube et Facebook. Portez-vous bien et bonne suite de programmes à vous sur Speedline TV.